Donc là, j'ai lancé un direct. Est-ce que tu me vois? C'est en train de se mettre en place. Normalement, c'est bon. Ouais. Est-ce que tu me vois là? Mhm. Ok. Est-ce que je peux tenir? Oui, je vais enlever le téléphone, je vais le couper. Ah, d'accord. Est-ce que tu m'entends là? Tu m'entends? Un, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu m'entends? Oui, non? Tu m'as entendu? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bonjour, vous m'entendez? Donc ça devrait être bon alors. Pas encore? Ouais. Tu me vois? Super, Véronique. Et bois un petit peu de thé parce que je me suis mis au thé. Hein. Hum. Et j'ai écrit en même temps coucou. Dans 3 minutes, je passe en direct. Hein. Ok. Putain, je me prépare. D'accord. 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 Hein? Est-ce qu'on... D'accord. Bon, mais s'il n'y a que mode, on va faire pour mode. Oui. Oui. Hein? Quoi? Ah, d'accord. Bon, mais si on arrive à avoir 10 personnes, c'est bon. Hein? Ouais, moi aussi, je vais me liker moi-même. Non, on peut rester comme ça. On peut rester... Moi, je reste en ligne. Il y a quelqu'un qui... Catherine. Ah, ben c'est Catherine, ça. Catherine. Je suis au taquet, je lis. C'est qui Catherine Lépine? Ah, d'accord. Bonjour, Catherine. Ah, ah. Par contre, je vois pas le nombre de personnes qui se connectent, tu vois, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Ah, et Mathieu. Parfait. Mathieu, c'est Lunia. Super. Salut, Mathieu. Hein? Combien? J'ai pas arrêté, non. Je suis toujours en ligne. Je suis toujours avec ma vidéo. Ouais. Ça s'est arrêté? Ah, pourtant, moi, je suis toujours. Ça marche?
Cécile, ça commence dans 1 minute. Parce que Cécile qui pose la question, comme ça commence quand? J'ai dit dans 2 minutes, 1 minute. Hein? Allez, on y va alors. Allez, on y va. On y va. On commence. Bien. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. On va commencer le live. Donc, je suis le deuxième à intervenir puisque on a, euh, on a eu ce matin une première intervention hein, officielle, on va dire. Et puis là, c'est les séances de conférence qui se poursuivent. Donc, bravo à Cannes Université d'organiser ce type de continuité en fait avec le cycle traditionnel. Donc je vais lancer ce cycle. Je ne sais pas combien de temps il va durer. En tout cas, moi, il est prévu que j'intervienne aussi, je crois, lundi prochain à la même heure, en conservant le rythme de ce qu'on avait programmé depuis le début de l'année, c'est-à-dire le cycle qui s'intitule Ville en effervescence. Le but étant, je le dis pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ont raté quelques séances, le but étant d'interroger une ville dans un moment particulier de son histoire et un moment décisif aussi bien pour l'histoire de la ville, mais aussi pour l'histoire du monde en quelque sorte. Et donc l'effervescence, on en a parlé en début d'année avec Paris. Paris en 1900, au moment de l'exposition universelle, donc c'est une effervescence plutôt heureuse. Et puis ensuite, on a abordé le cas de New York, hein, au moment de la crise de 1929. Et puis, un peu plus tard, on a également abordé le cas de Guernica, c'était il n'y a pas si longtemps, en début d'année, en 1938, au moment des bombardements et de la toile fabriquée et construite par Picasso. Voilà, ça c'était effectivement un ensemble de communications. Et donc, il me restera trois à aborder. On verra de quelle manière, en tout cas déjà en ligne. Aujourd'hui, ce sera le cas de Sarajevo, Sarajevo en 1914. Un moment important parce que ça va être le moment qui va, on le connaît bien dans l'histoire, déclencher la Première Guerre mondiale. Bon, on essaiera d'aborder la semaine prochaine de, le cas de Leningrad au moment du siège de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, on abordera à la fin, on verra si c'est en vrai ou en ligne, le cas de la Havane. Le cas de la Havane au moment de de la crise des fusées hein, de Cuba, qu'on a appelé la crise des fusées de Cuba. Voilà, donc on est effectivement dans un contexte extrêmement décisif, on pourrait dire, pour la société mondiale. Alors, Sarajevo, 1914, on va se plonger dans l'histoire de cette ville. Alors, je voudrais le faire en fait en deux parties. Ma conférence va durer une petite heure, en fait, hein, pour pas que vous soyez trop saisi par les écrans, en quelque sorte, mais ce sera donc d'aborder d'abord le contexte de la ville, c'est-à-dire une ville qui est tout à fait originale dans le cadre européen. Je vais essayer de m'employer à présenter cette ville jusqu'en 1914 dans son histoire, enfin en tout cas dans les moments décisifs de son histoire, notamment pour essayer de comprendre pourquoi c'est une ville qui est très marquée par le cosmopolitisme, par le brassage, d'ailleurs encore aujourd'hui. Et puis dans un second temps, j'aborderai le moment de l'attentat qui a été décisif et qui va faire basculer le monde dans la guerre et comment est-ce que ce qu'on a appelé de manière un peu comme ça générique la poudrière des Balkans a été le berceau, on pourrait dire, du conflit de la Première Guerre mondiale. Toujours avec cette idée d'avoir en tête le fait que la ville de Sarajevo, alors je ne l'aborderai pas aujourd'hui, mais ça ce serait le cas d'une autre présentation, a été, vous le savez sans doute, très largement confronté à des grandes difficultés au moment de la dislocation, du démantèlement de la Yougoslavie dans les années 90, où il y a eu ce fameux siège de Sarajevo qui a fait que la ville, entre les années 1992 et 1996, a connu de très, très difficiles moments, et même d'ailleurs, puisqu'on parle aujourd'hui de confinement, des situations de confinement, puisque la population est restée pendant plusieurs années un peu bloquée, un peu prisonnière en quelque sorte, sous le feu croisé des armes. Donc Sarajevo est une ville qui a été dévastée en plusieurs époques.
Donc voilà un petit peu la présentation que je voudrais faire aujourd'hui. Donc un premier temps d'expliquer, une manière d'expliquer comment est-ce qu'on se trouve avec cette ville dans une histoire très complexe, et puis d'aborder le moment de l'attentat en 1914. Vous allez voir que c'est une sorte de fait divers assez rocambolesque qui s'est déroulé autour de cet attentat. J'oserais pas dire petite cause, grands effets, mais quand même, hein, c'est un attentat qui est très très local en quelque sorte, mais qui va avoir des conséquences immédiates sur la géopolitique du monde à ce moment-là. Voilà, donc je monte un peu le son peut-être pour certains. Si vous me faites des signes, je vois vos messages hein, qui apparaissent, donc si jamais vous n'entendez pas ou s'il y a des questions à poser, allez-y, j'essaierai d'y répondre en direct. Voilà, donc en 1914, Sarajevo est vraiment une ville importante parce que c'est la capitale de la province, une province de quel État, de quelle nation? Eh bien euh, de l'Autriche-Hongrie, une province de l'Autriche-Hongrie, et cette province s'appelle la Bosnie-Herzégovine, une province qui a été arrachée en fait, hein, et on va y revenir tout de suite, enfin dans quelques minutes, à l'Empire ottoman en 1878. Et dans cette Autriche-Hongrie qui est en majorité catholique, hein, et on reviendra sur cette union des deux nations, comme on dit, hein, qui est un pays qui est à dominante catholique, en quelque sorte, hein, eh bien, une province annexée, une province rattachée et une province variée en termes d'identité, puisque cette Autriche-Hongrie qui a annexé ce territoire de la Bosnie-Herzégovine se méfie hein, pas mal de cette province cosmopolite, puisque en 1914, Sarajevo, c'est 40 000 habitants. 40 000 habitants, on pourrait les appeler, les habitants de cette province, les Bosniens, hein, et d'ailleurs il y a une sorte de précision sémantique à apporter. Quand on dit les Bosniaques, on parle d'une partie de la population, qui sont les musulmans, en quelque sorte, qu'on appelle bosniaques, hein, par commodité, mais les habitants, dans la globalité de la Bosnie-Herzégovine, sont les Bosniens. Et donc dans cette ville qui, en 1914, a 40 000 habitants, aujourd'hui à peu près 10 fois plus d'habitants, 400 000 aujourd'hui dans la ville de Sarajevo, eh bien ces Bosniens, de 40 000 personnes à Sarajevo en 1914, pour montrer la diversité des populations, c'est 15 000 musulmans, donc on appelle les Bosniaques, mais c'est aussi 10 000 Serbes, hein, qui sont eux de religion orthodoxe, c'est aussi 5000 Grecs, qui sont eux aussi de religion orthodoxe, 5000 Croates, qui sont eux catholiques, et 5000 Juifs. Donc vous voyez le patchwork que représente cette ville en 1914, hein, donc des musulmans, des orthodoxes serbes, des orthodoxes grecs, des catholiques croates et quelques catholiques autrichiens, et des juifs. Donc vous voyez une dimension extrêmement variée que représente cette ville au moment où on la saisit nous aujourd'hui en 1914. Alors, telle qu'on la connaît aujourd'hui, j'ai pas, comme d'habitude, de carte, j'ai pas d'image à vous montrer par souci technique, hein, on pourrait dire, mais effectivement, telle qu'on la connaît aujourd'hui, cette ville et son fleuve, la Miljacka, hein, Miljacka, est une ville qui a été, il faut le dire d'emblée, c'est le premier élément que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est une ville qui a été fondée par l'Empire ottoman, hein, donc l'Empire ottoman avec sa capitale Constantinople, qui a été très, très florissante, on pourrait dire, hein, cette ville et puis cet Empire ottoman, à la fin du Moyen Âge notamment, et donc c'est l'Empire ottoman qui a fondé en Europe donc cette ville de Sarajevo, en gros dans les années 1450. Alors, je ne raconterai pas l'histoire de la fondation de la ville, hein, mais c'est à la suite de la fameuse bataille de Kosovo qui s'est déroulée en juin 1389, qui oppose l'Empire ottoman d'ailleurs à une coalition de princes chrétiens des Balkans. Bon, et cette bataille, elle est restée très célèbre parce qu'elle a été un des détonateurs de la dislocation de la Yougoslavie en 1989. C'est la bataille qu'on appelle la bataille du Champ des Merles, qu'on appelle aussi la bataille de Kosovo, qui s'est déroulée donc en 1389 et qui a vu la victoire des Ottomans sur ces principautés balkaniques, on pourrait dire, dans ce contexte-là. Et donc, principalement, ce qu'il va retenir, donc, c'est cette dimension de fondation ottomane, donc ce qui va donner à la ville un aspect architectural,
notamment, qui est très marquée par la dominante ottomane et d'une certaine manière donc par une dominante musulmane, hein. Donc ça c'est un premier élément et aujourd'hui quand on est à Sarajevo, on voit ce patrimoine ottoman, ce patrimoine musulman également très, très présent. Notamment, ce qu'on peut voir ici, c'est la dimension très importante donnée par les différents gouverneurs ottomans dans cette province donc, de Bosnie, province donc européenne. Et le premier de ces fondateurs, on pourrait dire, est un des illustres personnages des premiers temps de la Sarajevo ottomane, qui est le premier gouverneur ottoman de Bosnie, qui s'appelle Isakovic, hein, Isabeg Isakovic, qui a transformé ce qui était à l'époque un groupe d'agglomération très, très rudimentaire, un groupe de villages, on pourrait dire, en ville, et même ensuite en capitale d'État. Notamment effectivement en y construisant bah, tout ce qui peut constituer une agglomération, même on pourrait dire une ville importante, à savoir, donc nous sommes là au XVIe siècle, XVe, XVIe siècle, une mosquée, un marché couvert, des bains publics également, un hôtel, un palais pour le gouverneur, etc. Et d'emblée préciser cette petite anecdote, c'est que le terme même de Sarajevo, la ville même de Sarajevo, son nom vient du turc, hein, vient de la langue turque et vient du turc qui signifie Saray, Saray, S-A-R-A-Y, qui est en fait la dénomination d'un palais, hein, donc Saray, et Olva, qui renvoie au champ. Donc Sarajevo, c'est le palais au champ, hein, et le palais au milieu des champs et des collines, hein, puisque d'ailleurs, si vous connaissez la ville de Sarajevo, si vous avez vu des images de la ville de Sarajevo, c'est effectivement une ville enserrée par les montagnes. D'ailleurs, les Jeux olympiques d'hiver se sont déroulés à Sarajevo en 1984. Voilà, donc c'est d'ailleurs grâce à cette construction ottomane que la ville, avec ses édifices, va devenir rapidement la plus grande ville de la région. Et donc on peut considérer effectivement que cette région est une région qui va rester sous la grande domination ottomane, y compris d'ailleurs au-delà de la ville de Sarajevo, tous les Balkans, et notamment la Serbie, vont être ottomans, donc en gros du milieu du XVe siècle jusqu'en gros vers 1830, hein, avec à l'intérieur beaucoup de migration, beaucoup de résistance aussi à cette présence ottomane, de la part notamment des populations locales, hein, notamment en Herzégovine en particulier. Hein, et donc cette province, ou plutôt ces provinces vassales de l'Empire ottoman, seront sous cette domination pendant plusieurs siècles. Hein. C'est ça qu'il faut peut-être retenir ici, hein, 1450, 59 précisément, 1830, vous considérez l'amplitude de cette période où Sarajevo est une ville donc importante des provinces ottomanes d'Europe. Voilà. Alors, une fois dit cette première série de réflexions, considérez que donc Sarajevo est une ville très florissante, très en vue, très, très, très avantageuse au XVIe siècle, très particulièrement. Alors encore une fois, c'est assez variable, ça fluctue en fonction de la personnalité des gouverneurs, avec leur dynamisme en quelque sorte, hein, qui en fonction des situations embellissent la ville. Hein. Je pense notamment effectivement à un gouverneur qui, au début du XVIe siècle, dans les années 1520-1530, Gazi Beg, par exemple, BEG, vont embellir la ville, hein, et finalement donner à la ville une apparence qui n'a pas énormément changé, même si on va le voir, la ville sera plusieurs fois détruite, mais il y aura toujours cette âme, on pourrait dire, ottomane, qui va traverser la ville dans ce contexte-là. Et la ville de Sarajevo au XVIe siècle est connue pour être une ville, une ville carrefour, on pourrait dire, hein, connue pour ses grands marchés et pour ses nombreuses mosquées, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui. Il y en a 100 de mosquées en 1550. C'est vraiment l'âge d'or, si on peut dire, de Sarajevo en 1550. Et Sarajevo va rester, à partir de ce XVIe siècle, pendant plusieurs décennies, une ville qui sera sans doute la ville, hein, je dis bien la ville la plus importante des Balkans, avec à peu près 80 000 habitants. Hein. En comparaison à cette époque-là, vous voyez, la ville de Belgrade, c'est 10-12 000 habitants, et la ville de Zagreb, aujourd'hui capitale de la Croatie, c'est environ 13-14 000 habitants. Donc, vous voyez, 80 000 habitants pour Sarajevo, ville riche, ville importante. La seule concurrente dans la région de Sarajevo, pas très loin, sur le littoral, c'est Raguse, autrement dit Dubrovnik. Hein, donc,
deux villes qui se concurrencent, mais aussi qui se font face, parfois qui s'entraident. Donc Dubrovnik sur la partie littorale, Raguse, et à quelques centaines de kilomètres, Sarajevo dans les terres enserrées par les montagnes. Donc ça, c'est une situation qui va durer plusieurs décennies, plusieurs siècles. Mais au bout d'un certain temps, notamment à la fin du XVIIe siècle, la ville connaît un certain moment de stagnation qui est totalement lié à la stagnation qui touche l'Empire ottoman, hein, notamment depuis la défaite de Vienne en 1683, et la ville sera plusieurs fois attaquée, des attaques anti-ottomanes et donc contre la ville. Et pour donner un exemple important de l'histoire de la ville sera pillée et brûlée en 1697 hein, par différentes attaques, notamment le prince Eugène de Savoie hein, qui va s'attaquer à la ville en 1697. Et donc le nombre d'habitants, après avoir été de 80 000, va un petit peu décliner au tout début du XVIIIe siècle. Et la ville va connaître une phase de déclin dans cette période du XVIIIe et du XIXe siècle. Ce déclin va s'accentuer, on pourrait dire, par deux situations qui vont progressivement émerger dans cet espace géopolitique, géographique et géopolitique. Premier élément, c'est que ce déclin va s'accentuer par l'indépendance que prendra la principauté de Serbie en 1830, donc indépendance au détriment de l'Empire ottoman, 1830, et l'Empire ottoman décline, on va parler de lui comme cet empire, comme l'homme malade de l'Europe, c'est le terme qu'on emploie à ce moment-là. Donc à partir du moment où la principauté de Serbie déclare son indépendance en 1830, il y a une forme de déclin encore plus accentué de la ville de Sarajevo. Et puis en deuxième élément, eh bien, c'est lorsque va se constituer, et là on arrive vraiment à un palier de notre présentation, l'union des deux empires qui sont l'Autriche et la Hongrie, hein, qu'on appelle aussi Cislétanie et Translétanie, Autriche-Hongrie. La date est importante, 1867, hein, 1867, qu'on appellera aussi la double monarchie austro-hongroise. Alors cette constitution, je n'y reviens pas parce que c'est un peu compliqué, on parle aussi de monarchie danubienne, donc hein, retenez, hein, les deux empires Autriche-Hongrie, qu'on appelle double monarchie, qu'on appelle aussi monarchie danubienne. Alors c'est vraiment la suite de la bataille de Sadova, S-A-D-O-W-A, hein, que cette double monarchie se constitue. Alors cette double monarchie est une union réelle entre deux États contigus, on le sait, hein, relativement équivalents en termes de superficie, et effectivement, il va y avoir ici une sorte de jeu entre ces deux nations qui va tourner au détriment de la Hongrie et plutôt à l'avantage de l'Autriche, puisque il faut retenir ce nom, c'est le nom de celui qui va être l'empereur décisif de cette double monarchie, c'est l'empereur François-Joseph Ier d'Autriche, né en 1830 et mort pendant la Première Guerre mondiale en 1916, qui a été celui qui était d'abord l'empereur d'Autriche en 1848 et qui deviendra en 1867 l'empereur de l'Autriche-Hongrie. Donc comme si effectivement la Hongrie, tout en étant équivalente sur le plan de la superficie, bien se rallie, on pourrait dire, à l'Autriche, qui sera le maillon fort, on pourrait dire, de cette double monarchie. Alors, je sais que certains connaissent peut-être très bien François-Joseph, notamment par son épouse, Élisabeth de Bavière, qu'on connaît bien sous le nom de Sissi, hein, Sissi l'impératrice. Et Sissi l'impératrice a joué un rôle dans cette double monarchie, puisqu'elle était très 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 attachée justement à la Hongrie, et elle va jouer un rôle important pour favoriser ce compromis entre les deux empires. En tout cas, ce qui est ici intéressant par rapport à Sarajevo, c'est que cette double monarchie, cet empire austro-hongrois, a immédiatement se constituant au cœur de l'Europe, hein, dans cette Mittel Europa, immédiatement des convoitises territoriales, hein, immédiatement des convoitises territoriales impériales, et ces convoitises vont s'intéresser notamment au sud de ces deux territoires, et notamment sur la Bosnie-Herzégovine. Hein, et la date importante de ces convoitises, donc 1867, on a en tête la constitution de cette double monarchie, et il faut voir que c'est au congrès de Berlin,
1878, bon, dans un contexte, je le dis de manière très rapide, de reconstitution, de recomposition des équilibres en Europe, eh bien en 1878, à ce congrès de Berlin, il y a un traité qui est signé à l'issue de ces négociations, qui prévoit que justement la Bosnie-Herzégovine reste, à partir de ces réflexions à Berlin, sous souveraineté ottomane, et c'est là que va se développer, se fomenter en quelque sorte une sorte d'opposition à ces règles issues du traité des traités issus du congrès de Berlin, puisque l'Empire austro-hongrois n'est pas d'accord avec cette décision. Et comme ça ne passe pas par la diplomatie, eh bien, c'est par les armes que la décision va se faire, puisqu'en contestation de cette décision de conserver à l'Empire ottoman eh bien, la Bosnie-Herzégovine, eh bien, une campagne militaire va être organisée par l'Autriche-Hongrie. Nous sommes entre le mois de juillet et le mois d'octobre 1878. 150 000 hommes sont déployés vers le sud. Alors, c'est une campagne très importante qui va d'ailleurs occasionner des résistances locales en Bosnie, en Herzégovine, soutenues par un empire ottoman un peu moribond, hein, il faut bien le dire. Et on y verra donc des formes de guérilla qui s'opposeront à l'investissement austro-hongrois de ce territoire. Alors, guérilla de différentes obédiences, on pourrait dire, hein, des Serbes orthodoxes qui s'opposent, des Bosniaques, donc musulmans, des Croates catholiques qui vont être amenés à prendre les armes et qui sont vus par cette double monarchie comme des paysans non civilisés qu'il s'agit de mater en quelque sorte dans ce contexte-là. Et du coup, à l'issue de ce bras de fer qui tournera très rapidement, enfin très rapidement, ça prendra quand même quelques mois, hein, puisque juillet, octobre 1878, la résistance est réelle. Mais néanmoins, eh bien, la ville de Sarajevo, après 20 jours de combats, notamment des combats de rue dans la ville, sera prise par l'Empire austro-hongrois. Et désormais, à partir de 1878, c'est sous cette domination que la Bosnie-Herzégovine va fonctionner, on pourrait dire. Hein, occupation d'abord de l'Empire austro-hongrois, et puis finalement une annexion tardive, certes, hein, sur le plan administratif, puisqu'il faut attendre 1908 pour que cette annexion soit actée par les autorités austro-hongroises et acceptée, on pourrait dire, dans le concert des relations internationales. Et c'est en 1908 qu'effectivement, alors c'était déjà le cas plusieurs décennies auparavant, 1878-1908, c'est, vous voyez, 30 ans, mais en même temps, ces 30 ans ont servi de relative intégration, on pourrait dire, à la double monarchie. L'intégration, ça a plusieurs formes. Par exemple, le fait que le servage est aboli dans ces provinces, que l'on introduit en Bosnie-Herzégovine et donc à Sarajevo le droit austro-hongrois, que s'implantent également dans ces provinces des fonctionnaires venus d'Autriche-Hongrie. Par exemple, ils sont 120 au début des années 1880 à venir administrer la province. Ils sont quand même plus de 10 000 fonctionnaires en 1908 lorsque cette province est officiellement annexée. Et puis, on va pas mal injecter des financements militaires, construire des casernes, des voies stratégiques pour mailler le territoire bosnien pardon, et envers la double monarchie, donc de mailler ce territoire, ça nécessite aussi la construction de routes, de voies les plus nombreuses possibles à ce moment-là. Et on est dans une situation qui est assez intéressante aussi à noter sur le plan social, c'est que y a une stratégie de la part des autorités austro-hongroises de rallier ceux qui sont les grands propriétaires en Bosnie à ce moment-là, c'est-à-dire les musulmans. Hein, et on est dans une situation où il y a environ 7000 grands propriétaires terriens musulmans du territoire de la Bosnie-Herzégovine qui font d'ailleurs travailler plusieurs dizaines de milliers de paysans chrétiens serbes. Hein, alors quand on dit chrétiens, les trois quarts sont orthodoxes et un quart sont des catholiques. On a même aussi quelques musulmans qui sont aussi ouvriers, mais le tout sous la domination de ces propriétaires musulmans qui sont l'objet de campagnes de séduction de la part de la double monarchie en essayant justement de les rallier à la cause austro-hongroise. Et donc, on comprend très vite que, effectivement, la question des nationalités, si on peut dire, hein, notion de nationalité au sens très large du terme, on pourrait presque dire au sens très, comment dire,
définir des catégories, hein, c'est pas au sens des nationalités en termes de territoire, mais au sens des identités, on pourrait presque dire, dans ce contexte-là, qui vont se développer pendant toute cette période, entre des situations de clivage qui peuvent exister entre donc les Croates catholiques, entre les Serbes orthodoxes, qui sont pour 90% des populations rurales et démunies, on pourrait dire, hein, sur le plan social, considérés comme étant, on pourrait dire, au plus bas niveau social, souffrant d'ailleurs d'une mauvaise image de ruraux, pour pas dire de paysans au sens non éduqué. Donc croate catholique, serbe orthodoxe principalement, donc démunis sur le plan social, et bosniaques musulmans. Voilà un territoire qu'il faut administrer, qu'il faut gérer avec beaucoup de complexité, hein. Et d'ailleurs, l'Empire austro-hongrois va essayer de construire, de fabriquer une identité qu'on appellera bosnienne, hein, effectivement, pour essayer d'atténuer ces formes de nationalisme, hein, croate, serbe, bosniaque. Donc, vous voyez l'idée que derrière tout ça, il y a des volontés, des vocations diverses, pour essayer justement de fabriquer une identité régionale, mais ça ne fonctionnera pas du tout, quelque sorte, et les tendances séparatistes ne vont cesser de s'exacerber, on pourrait dire, au fil des décennies entre les années 1880 et la fameuse date fatidique de 1914, tendance séparatiste multiple, hein, qui prendra diverses formes. J'en prendrai une par exemple, hein, c'est en 1910 lorsque se produit une importante révolte paysanne serbe contre les grands propriétaires musulmans, ce qui va occasionner d'ailleurs un rapprochement ponctuel entre les propriétaires musulmans et les Croates contre les Serbes. Et donc, ce qu'il faut peut-être retenir ici, c'est qu'il y a un nationalisme serbe qui s'était très largement développé depuis l'indépendance acquise en 1830 et qui va s'exacerber effectivement dans ces années de fin du 19e siècle, avec cette idée très, très largement partagée en Serbie, c'est la volonté, la vocation de réunir ce qu'on a appelé la Grande Serbie. Vous savez, c'est une notion de grand territoire existait dans plusieurs espaces à cette époque-là. La Grande Serbie, c'était effectivement de considérer qu'il fallait regrouper autour de la Serbie différents territoires, parmi lesquels la Bosnie-Herzégovine, qu'il s'agirait d'arracher à cet empire austro-hongrois qui ne fait que l'exploiter et qui n'a pas vocation à être présent sur ce territoire qui appartiendrait, vous voyez, en forme d'irrédentisme, à la Grande Serbie. Alors, par exemple, ça prend différentes formes à ce moment-là, et des formes souvent subversives. Je pense notamment à la fondation en Serbie de ce groupuscule, on pourrait parler de société secrète, qui s'appelle la Main Noire, qui a été fondée en 1911 et qui, justement, tend à réunir l'objectif lointain de la Main Noire et d'autres moins activistes, on pourrait dire, et de rassembler tous les Serbes dans un seul et même pays, une seule et même nation, qui serait la Serbie. Vous voyez que ces velléités ne sont pas totalement déconnectées de notre actualité. Et donc, il y a là cette réalité qui fait que depuis 1830, les Serbes, ayant recouvré leur indépendance, ne vont cesser de lutter non seulement contre la domination ottomane dans des territoires adjacents, hein, à la Serbie, et en même temps de lutter contre la tutelle austro-hongroise dans ce cadre-là. Voilà. Et donc, si vous voulez, ce nationalisme serbe qui a pris la forme, alors je parlais de la Main Noire, mais il y en a d'autres effectivement, hein, eh bien, est très marqué par donc une hostilité anti-austro-hongroise, hein, dont vont s'emparer, on pourrait dire, ou en tout cas que vont caractériser les différents leaders de la Serbie de l'époque. Et je parlerai d'abord de celui qui est un des plus importants à s'opposer à cette présence dans une politique assez marquée, c'est le roi de Serbie, Ier, Pierre Ier, qui a été roi de Serbie de 1904 à 1921, de 1904 à 1921, et cette situation va amener Pierre Ier justement à développer des actions. Je pense notamment à une action qui s'est appelée la guerre des cochons, hein, alors à ne pas confondre avec la baie des cochons de Cuba, lorsqu'on parlera de la Havane, mais la guerre des cochons qui s'est déroulée entre 1906 et 1911, qui va d'ailleurs pas mal toucher les paysans serbes, c'est d'interdire justement à ces paysans d'exporter leur
évocations d'anniversaires, en quelque sorte, ou de dates importantes que caractérise ce 28 juin. Alors, qui est François Ferdinand, personnage clé de cette histoire? François Ferdinand est le neveu de l'empereur d'Autriche-Hongrie, François-Joseph. C'est un des fils de son frère, tout simplement, hein. Et il est né dans l'Autriche actuelle, Graz, en 1863. Et en fait, il devient héritier du trône tardivement, hein, il n'avait même pas envisagé de l'être, mais il devient après la mort de son cousin Rodolphe, hein, et également de son père à ce cousin en 1896. Voilà, donc il y a déjà un élément qui fait qu'il est devenu très tardivement l'éventuel héritier, enfin l'héritier du trône n'occupera jamais le poste d'empereur, puisqu'il va être assassiné, mais en même temps, il n'avait pas non plus envisagé au départ d'être l'éventuel héritier dans ce contexte-là. Et puis en même temps, les relations entre le neveu et son oncle, hein, entre François Ferdinand et François Joseph, sont des relations assez orageuses, sont des relations assez conflictuelles, déjà en raison du mariage que contracte François Ferdinand, qui était considéré comme, alors je ne veux pas alimenter la chronique, disons, de la vie privée, on pourrait dire, des empereurs, mais euh, il contracte un mariage qu'on appelle morganatique avec une douairière, on pourrait dire, qui s'appelle Sophie Chotek. Sophie Chotek, alors mariage d'amour, dit-on, hein, qui appartient à la noblesse tchèque à ce moment-là, mais qui n'appartient pas à une famille souveraine, d'où ce mariage morganatique. Alors ils se sont rencontrés tous deux dans un bal à Prague en 1894, hein, et en fait, cette volonté de se marier n'était pas du goût de François-Joseph, qui finalement acceptera tant bien que mal le fait que cet héritier du trône puisse se marier avec cette duchesse tchécoslovaque, en quelque sorte. Et donc, c'est en mars 1899 que François-Joseph finit par accepter ce mariage qui sera célébré dans l'année 1900 en Bohême, effectivement, hein, et un mariage auquel d'ailleurs l'empereur n'assistera pas à cette date de 1900. En tout cas, c'est un mariage, c'est un élément important parce que vous allez voir que cette épouse va accompagner dans son voyage funeste, on pourrait dire, euh, l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Elle sera finalement une actrice importante de cette histoire. Euh, alors, ils aimaient être ensemble, hein, et avaient du mal à se séparer. D'ailleurs, ils auront 4 enfants, donc je ne vais pas présenter un couple idéal, mais c'était un élément important ici. Et puis, bon, au-delà de cette dimension liée à son mariage, François Ferdinand, on peut brosser son portrait en quelques grands traits comme ça. C'était quelqu'un qui était assez conservateur, hein, tout en étant finalement, on l'a dit tout à l'heure, pas tellement radical dans ses prises de position. Bon, il épouse une carrière militaire, ce qui est assez logique à ce moment-là. C'est un grand amateur de chasse. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est un personnage qui était souvent en conflit avec son oncle, plutôt âpre, et très marqué par la prépondérance de l'Autriche sur la Hongrie, hein, à la différence de François-Joseph, qui lui était vis-à-vis des Hongrois plus ouvert dans ce contexte-là. Et puis, d'autre part, eh bien, lorsqu'il annonce qu'il va se rendre à Sarajevo pour euh, superviser les troupes, alors je ne dis pas d'occupation, puisque ce ne sont plus d'occupation, mais les troupes militaires, eh bien, François Ferdinand décide de venir avec son épouse, je vous l'ai dit, et cette décision est prise donc au début du mois de juin 1914. Le programme de François Ferdinand, c'est effectivement de participer et d'inspecter les manœuvres militaires de l'armée austro-hongroise, le 15e et le 16e corps de cette armée, et puis de prévoir, donc ça c'est le 27 juin, et puis de prévoir le lendemain une visite à Sarajevo, capitale de la province de Bosnie-Herzégovine de l'Empire austro-hongrois, notamment aussi pour y inaugurer un nouveau musée à la gloire de l'Empire austro-hongrois dans son nouveau, disons, paysage administratif à ce moment-là. Et bon, bien sûr, ce voyage est perçu par une partie des Serbes de Bosnie-Herzégovine comme une véritable provocation, hein, effectivement. Et d'ailleurs,
pas mal d'activités va se faire en coulisses de cette visite. Je pense notamment quelques heures avant le départ de cette visite, de cette délégation officielle, on pourrait dire, hein, l'ambassadeur de Serbie à Vienne hein, tente d'avertir euh, le ministre austro-hongrois de Bosnie-Herzégovine. Donc je répète, le ministre austro-hongrois de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire qu'il y avait un ministère de la Bosnie-Herzégovine, comme par exemple en France on avait un ministère des colonies, et bien là il y avait un ministère qui s'occupait particulièrement de cette province. Hein, donc effectivement, l'ambassadeur de Serbie à Vienne tente d'alerter à demi-mot ce ministre que ce voyage est un voyage risqué et que peut-être un attentat pourrait se fomenter, qu'il faut redoubler en quelque sorte de prudence dans ce contexte-là. On va revenir sur François Ferdinand, mais d'abord dire aussi quelques mots sur la manière dont, dans l'autre camp, si on peut dire, hein, de l'autre côté, on prépare cet attentat, parce qu'effectivement, comme le laissait entendre l'ambassadeur de Serbie en Autriche, Hongrie, eh bien cette situation sera marquée par des ambitions velléitaires et notamment la préparation d'un attentat qui va être l'œuvre, alors j'emploie le mot, je donne le nom de celui qui sera l'auteur de cet attentat, qui s'appelle Gavrilo, G-A-V-R-I-L-O, Princip, P-R-I-N-C-I-P, Gavrilo Princip, qui était un jeune euh, bosnien, on pourrait dire, hein, né en 1894, donc déjà on peut noter qu'il est un jeune homme, il a à peine 20 ans, même pas, hein, il est mineur à ce moment-là, puisque la majorité est actée à 21 ans à ce moment-là, et ce jeune Gavrilo Princip est né donc en Bosnie-Herzégovine, dans une famille orthodoxe, quand on dit orthodoxe, qui n'était pas particulièrement pratiquante, hein, et c'est un mineur qui vit dans une zone plutôt reculée dans les montagnes de Bosnie-Herzégovine. Son père est facteur, sa mère est au foyer, donc c'est une petite famille qui ne vit pas dans la misère, mais qui n'est pas très très fortunée. Effectivement, hein, et d'ailleurs, on verra que c'est un personnage assez chétif. Alors on verra, je ne peux pas vous le montrer ici, mais vous pourrez regarder sur Internet. C'est un personnage chétif, maladif même. Hein. Il a été très tôt saisi par la tuberculose à ce moment-là. Et d'ailleurs, il ne peut pas être condamné à mort après son acte, on le verra, puisqu'il est mineur, justement. Et selon le droit austro-hongrois, un mineur ne peut pas être condamné à mort, donc sa condamnation à mort ne sera pas décidée à la différence en France, 20 ans auparavant, de l'assassinat de Sadi Carnot. On connaît bien Sadi Carnot à Cannes, puisqu'il a donné son nom au boulevard Carnot. L'assassinat par Sante Caserio, cet Italien de Sadi Carnot, occasionnera immédiatement, enfin très peu de temps après, sa mise à mort, une exécution. Mais là, c'est pas le cas, on va le voir, il sera interné, Gavrilo Princip, à Theresienstadt, Térésine, hein, connu plus tard comme un camp important, et c'est à Theresienstadt, en République tchèque, aujourd'hui, que Gavrilo Princip sera interné, emprisonné, hein, et d'ailleurs, chétif, il va tomber malade assez rapidement et mourra de tuberculose, dont il était déjà atteint auparavant, avant même la fin du conflit, avant même la fin de la guerre en 1918. Hein, et bon, alors c'est un personnage ambigu, un peu sombre que ce Gavrilo Princip, hein, tout en étant issu de familles peu cultivées, on pourrait dire. Hein. Il se passionne très jeune, malgré tout, pour la littérature à l'école. Hein. Il a donc des sortes de dons intellectuels assez rares pour ceux qui viennent de ces montagnes de la Bosnie-Herzégovine. Et il adhère, en faisant ses études, à différents mouvements qui militent en faveur justement de ce qu'on appelle le panslavisme, militant notamment pour que la Bosnie-Herzégovine tombe dans le giron serbe à cette occasion. Et il est illuminé par cette situation, passionné par ce combat, et il veut s'engager comme volontaire bosnien dans l'armée serbe, mais d'ailleurs il sera refusé pour cette ambition, puisque trop chétif, trop petit, il le vit d'une certaine manière comme une humiliation, et c'est sans doute, enfin entre autres, hein, cet échec de ne pas faire partie de l'armée ou des bataillons qui pourraient lutter contre, contre les Austro-Hongrois, qui sans doute le poussera à accomplir un acte extrême qui va faire de lui un personnage important de l'histoire, alors qu'il aurait sans doute, il serait sans doute resté anonyme et
banal dans sa province. Là, évidemment, son acte funeste est un acte qui va le glorifier d'une certaine manière et par une certaine partie de ceux qui seront les acteurs de cette histoire. Alors, comment est-ce qu'il en vient à cet acte extrême? Ça prendra plusieurs années, hein. Lui qui est né en 1894, il devient plus ou moins conscient de la situation dans laquelle il s'engage dans les années 1911-1912, au moment où la Serbie devient encore plus importante dans le contexte des guerres balkaniques. Et notamment, il va se galvaniser au moment de manifestations d'étudiants à Sarajevo contre la présence austro-hongroise. Nous sommes en 1912, et c'est à partir de là qu'il envisage, tôt ou tard, d'agir. Et lorsque la nouvelle de la visite de François Ferdinand tombe, eh bien, c'est là que les choses vont immédiatement se mettre en œuvre. Alors, il va faire plusieurs allers-retours à Belgrade, prendre des informations. Il n'agit pas seul, hein. On pourrait parler de loup solitaire, comme on a tendance à dire au moment des attentats. Pas du tout. Il a été très largement influencé, aidé, armé sur un plan théorique, mais aussi sur un plan militaire, depuis Belgrade, où il va passer toute une série d'examens dans le cadre d'études en littérature qu'il fait à ce moment-là. Je n'entre pas dans ces détails parce que ce serait trop compliqué, mais en tout cas, d'ailleurs, il n'agit pas seul. C'est un groupe de jeunes mineurs, tous mineurs, qui agissent, qui sont, on pourrait dire, les bras armés de ces sociétés secrètes, dont la Main Noire est une des formes. Il n'y a pas que la Main Noire, il y a aussi un mouvement qui s'appelle les Jeunes Bosniaques, qui s'est créé peu de temps après la Main Noire, hein, et aussi un mouvement qui s'appelle justement le mouvement Jeune Yougoslavie, hein, qui se met en place à cette occasion. Donc plusieurs mouvements, un ensemble de groupuscules qui fonctionnent, et c'est de ces groupuscules que va naître cet agglomérat, on pourrait dire, de mineurs un peu désœuvrés, un peu déçus de la vie, on pourrait dire, qui vont se lancer en tant qu'étudiants de Bosnie vers la possibilité de fomenter un attentat qu'ils voient comme une forme de romantisme à cette époque-là. Vous voyez, on est dans une époque où effectivement les actes de violence à l'égard des puissants pouvaient être considérés comme des actes romantiques. C'était le cas des anarchistes en Europe occidentale. Ce sera le cas ici de ceux qui militent pour la Grande Serbie dans ce contexte. Alors, évidemment, il y a tout un ensemble de problèmes qui se posent, notamment des problèmes matériels, hein, trouver des armes, c'est un véritable problème. Passer la frontière pour revenir en Bosnie avec cet armement, hein, qui est quasiment impossible, mais qui pourra se faire grâce à des complicités de la Main Noire. Donc la frontière sera finalement franchie au début du mois de juin 1914. Vous voyez que les choses se préparent assez longtemps en avance. Alors les détails des préparatifs de cet attentat sont incertains. Il y a plein d'éléments dont on n'a pas de traces véritablement. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que Gavrilo Princip est accompagné de 6 conspirateurs, qu'on appellera aussi les conjurés, qui décident d'agir donc collectivement en se postant à différents endroits dans la ville de Sarajevo, donc sur le parcours de François Ferdinand, en vue effectivement de lui porter un coup fatal. Voilà. Et par contre, si on ne connaît pas tellement les détails de la manière dont les choses se sont fomentées, ce que l'on connaît bien, c'est l'extraordinaire succession de coïncidences et d'aléas qui sont souvent d'ailleurs très importants dans la manière dont ces actes se déroulent. On l'a vu malheureusement au moment des attentats de Paris, par exemple, voire l'attentat de Nice aussi, où il y a eu comme ça des fois des concours de circonstances fortuits qui vont faire que les choses peuvent ou ne peuvent pas se faire. Et là, c'est un peu pareil. On va voir qu'il y a un côté un peu rocambolesque, presque une histoire de pied nickelé dans cette histoire d'attentat. Et donc, vous voyez, petite cause, histoire presque comment dire, anecdotique, oui, il faut bien le dire, et grands effets, puisque tout ça va entraîner le début d'un conflit, même si on peut considérer que le conflit aurait pu se lancer d'une autre manière, mais c'est cet épisode-là qui va finalement être retenu comme étant une base de tout ce qui va se passer par la suite. Donc nous sommes le 28 juin 1914, François Ferdinand et son épouse, donc Sophie Chotek, se rendent donc à Sarajevo pour cette visite
officiels, le 27 et le 28 juin. Alors oui, Sarajevo à ce moment-là est véritablement une ville en effervescence. C'est une ville saisie par la tension, par la passion, par l'excitation également. Cette ville, vous voyez, multiculturelle, j'ai essayé de le présenter, transformée de différentes manières, des mosquées, des églises orthodoxes, des églises catholiques, des bâtiments culturels de différentes manières, un marché grouillant, etc. Bon, il y a une ville qui est vraiment très, très marquée, qui a été transformée aussi par les Austro-Hongrois. On y a vu arriver le tramway dans cette ville, on y voit le chemin de fer arriver de manière plus conséquente, on y voit la création aux marges de la ville d'une centrale électrique, des usines, des hôpitaux, des musées. Un musée va être donc inauguré et la traversée de la ville par François Ferdinand a été décidée d'une manière peut-être un peu légère, on pourrait dire, hein, rétrospectivement on peut l'analyser comme ça, puisqu'il n'y a pas véritablement de mesures de sécurité particulières. Lui-même avait refusé que l'on soit trop précautionneux vis-à-vis de ça, ce qui a peut-être été un élément fatal, on va le voir, mais en tout cas, euh, il va y avoir, si vous voulez, tout un ensemble d'éléments qui vont s'ajouter les uns aux autres pour provoquer cet attentat et pour faire que cet attentat, au final, réussisse, si on peut dire, puisque le coup sera désormais atteint. Alors, d'abord, ce que fait l'archiduc François Ferdinand, c'est d'arriver avec toute une série de cadeaux pour montrer sa volonté de venir à Sarajevo avec un état d'esprit d'ouverture vis-à-vis des communautés présentes sur place. Hein. Par exemple, il arrive alors à, à Sarajevo avec un mot pour chaque communauté, avec des différentes mesures qu'il va prendre pour les uns et pour les autres. Et en retour, on lui offre tout un ensemble de présents. Alors, par exemple, un crucifix en bois de rose, une gourde d'alcool slave venu de Serbie, eau de vie de prune, par exemple. On lui offre un livre de contes hébreux, c'est la communauté juive qui lui offre ça. Un kilim, qui est un tapis brodé offert par les musulmans. Donc, chaque communauté vient offrir de manière très officielle et symbolique à François Ferdinand cette série de présents. Donc, l'idée qu'un protocole en termes de communication, on pourrait dire, est formé dans ce contexte-là. Alors, euh, cette, euh, cette visite du 28 juin est une visite qui se déroule de la manière suivante, le matin et l'après-midi. Alors le matin, François Ferdinand doit être reçu à l'hôtel de ville. Hein, et pour arriver jusqu'à l'hôtel de ville, il choisit de longer la rivière Miljaka, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, donc sur un des quais. Alors la rivière traverse la ville de Sarajevo, il y a plusieurs ponts sur cette rivière, hein, et l'idée est de traverser alors les spectateurs sont sur le bord, contenus par un certain nombre de forces de l'ordre, hein, ça c'est certain, et l'avancée est effectivement le projet d'avancer lentement vers cet hôtel de ville où il doit être reçu par les autorités de la ville et pour y être amené à mener toute une série d'actions protocolaires jusqu'à l'inauguration du fameux musée dont il est chargé de faire d'inaugurer l'ouverture. Et c'est justement lorsque cette voiture, ce véhicule s'avance le long de cette rivière Milialka que une grenade, un bâton de dynamite sont lancés contre la voiture. Hein. Ce n'est pas Gavrilo Princip qui lance cette grenade et ces bâtons de dynamite, c'est un autre parmi les étudiants qui font partie de cette équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que ce premier attentat, si on peut dire, ce premier jet de grenades et de bâtons de dynamite va rater la cible. Et en fait, lancé trop tôt, la grenade et les bâtons de dynamite explosent, mais ne touchent pas l'archiduc, ne touchent pas son épouse, mais touchent d'autres personnes qui ne sont pas mortes, mais qui vont être blessées. Hein, et si vous voulez, il va y avoir là un premier moment hein, de tension très forte, d'effervescence très forte, c'est que cet étudiant qui a raté sa cible avait prévu, ça a été prévu dans le dispositif, avait prévu d'absorber du cyanure pour pouvoir se suicider, ne pas avoir à parler, puisqu'immédiatement il est saisi par la police et il est arrêté. Sauf que le cyanure, il en prend, mais pas assez. Donc, panique dans la foule. Kabrinovic, c'est son nom, hein, est arrêté, il est molesté, il est frappé. Bon, finalement, l'attentat est raté, lui est arrêté, et les autres qui étaient postés dans d'autres points se dispersent, se dissipent. L'attentat est raté.
hein. L'attentat est raté, c'est un échec, et on montre là une forme d'inefficacité, bien que c'était préparé. Apparemment, ces jeunes étudiants sont pas au niveau, on pourrait dire, d'atteindre leur objectif, et il y a là une sorte de moment d'échec qui est vécu par l'équipe, hein, sur place à Sarajevo. Alors, ces blessés, qui font partie donc du cortège, on pourrait dire, hein, qui accompagnent l'archiduc, sont immédiatement transportés à l'hôpital de Sarajevo, et il s'ensuit la suite de la journée, hein, correspond à une visite très houleuse à l'hôtel de ville, où François Ferdinand se rend quand même, hein, devant le bourgmestre de la ville, tel qu'on l'appelle à ce moment-là, selon les termes austro-hongrois. Il ironise même de manière assez acide, de manière assez amère, en disant, je cite, hein, devant le bourgmestre, est-ce l'habitude des Bosniens d'accueillir avec des bombes ceux qui viennent pacifiquement et de bonne foi les visiter? Point d'interrogation. Alors évidemment, c'est une phrase un peu amère, un peu virulente. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que l'archiduc, après avoir été rapidement et furtivement reçu à l'hôtel de ville, dans ce moment un peu de panique et de désorganisation, eh bien, décide de changer d'itinéraire par rapport au itinéraire officiel, et de l'après-midi d'aller rendre visite à ceux qui étaient été blessés pendant ce premier jet de grenades et de bâtons, hein, d'explosifs. Et donc le cortège change de direction, d'itinéraire en quelque sorte, et c'est là que se produit le deuxième temps de cet attentat. On est en début d'après-midi, tout début d'après-midi, et c'est le pur hasard qui fait que Gavrilo Princip, l'un des membres de l'équipe, donc, qui était en train de quitter le centre-ville, véritablement, miné par l'échec, eh bien, se trouve précisément à l'endroit où passe le cortège. Il n'a pas été prévu que ce cortège passe par là, je vous l'ai dit, hein. Il est en train de sortir d'une boulangerie où il était allé acheter un sandwich, véritablement, avec toujours ses armes, son arme sur lui, hein, et voyant donc tout près d'un pont de la Miliaca passer de manière absolument fortuite le cortège, eh bien, se saisit de l'aubaine, en quelque sorte, hein. Il ne l'avait pas prévu, mais il a son sandwich, il prend son arme, et depuis le trottoir tire plusieurs coups de feu de pistolet, donc c'est un Browning, sur le cortège, hein, de manière complètement aléatoire. Le premier coup de feu atteint l'épouse de l'archiduc François Ferdinand, et la tue rapidement. C'est une erreur parce qu'il n'était pas prévu du tout de tuer son épouse. Et le second coup de feu touche l'archiduc au cou. Donc le couple est atteint. C'est une panique une nouvelle fois, deuxième panique en quelque sorte. Le couple est transporté à la résidence du gouverneur où ils meurent tous deux, hein, l'un et l'autre, à peu près dans le même moment. Et là aussi, Gavrilo Princip, immédiatement tente en vain de se suicider. Il avale du cyanure, mais lui aussi pas assez. Puis il essaie d'activer son pistolet contre lui, ce que la foule l'empêche de faire, hein. Et donc finalement les policiers le maîtrisent, et il lui évite le lynchage, une population totalement excitée par la situation. Donc finalement, vous voyez, deux attentats tout à fait raté, on pourrait dire, impressionnant, enfin raté à demi-raté, puisque le premier est raté, puis c'est vraiment dans le moment de, de décrue que finalement les choses s'activent, et donc on peut relever dans ce caractère un peu artisanal de l'attentat l'amateurisme des exécutants, on pourrait dire, hein. Alors il y a eu une longue préparation, mais finalement sans grand résultat. Et puis finalement, eh bien, une conspiration dont le résultat est essentiellement dû au hasard. Si, on peut faire de l'histoire avec des si, comme on dit, mais si l'archiduc n'avait pas décidé de changer, de rencontrer fortuitement Gavrilo Princip, peut-être que les choses en auraient été différentes, mais sans doute, il y a là un côté de l'histoire qui est assez intéressant à montrer le caractère très hasardeux de tout cela, très aléatoire. Alors, euh, cet attentat qui finalement arrive à ses fins selon les circonstances que je viens de vous présenter, nous amène à parler pour finir donc de la suite, c'est-à-dire des conséquences de tout ça. Alors d'abord, eh bien, on va avoir l'arrestation progressive, enfin rapidement, mais très progressivement dans la journée, et le lendemain des 6 membres de ce complot, de cette conspiration, qui sont tous arrêtés, emprisonnés. Rapidement, des procès vont s'organiser.
un grand procès va s'organiser entre le 12 et le 23 octobre 1914 à Sarajevo. Quand je dis rapidement, c'est moins rapidement que pour Santé Caserio, puisqu'il faudra quand même attendre quelques mois. L'attentat, c'est le 28 juin, le procès, c'est du 12 au 23 octobre, dans une salle vétuste qui ressemble un peu à une salle de classe. Hein. Il y a là donc présent 6 plus 1 terroristes, il y avait un complices, qui sont d'ailleurs dans un très mauvais état physique. On voit qu'ils ont été bastonnés, qu'ils ont été frappés. Gavrilo Princip apparaît devant cette cour couvert d'hématomes, un bras cassé. Et finalement, les complicités, c'est un ensemble de complicités qui vont aller jusqu'à 30 personnes. Il va y avoir 30 personnes qui seront jugé dans des débats décousus, je vous passe les détails, hein, qui révèlent d'une certaine manière la personnalité de Gavrilo Princip, une personnalité très, très éteinte, très, très intéressante à étudier parce que c'est pas forcément un vindicatif profond, hein, un peu prostré, on pourrait dire à ce moment-là. Hein. Et puis finalement, la question qui se pose pendant ce procès, c'est quelle est la profondeur de la responsabilité derrière ces conjurés de l'État serbe. C'est véritablement ça qui est ici questionner. Hein. Est-ce qu'ils représentent la Serbie? Est-ce que la main noire dont ils sont un peu disons les héros au sens AUTS, hein, représente-t-elle également la Serbie? Bon, bref, le verdict de ce procès qui dure donc une dizaine de jours, c'est la prison à vie pour les 7 conjurés. Le verdict est donc prononcé le 29 octobre 1914. La guerre est déjà déclenchée, on va y revenir. Donc tous ces conjurés, puisqu'ils sont 7 et tous mineurs, eh bien fait qu'ils ne sont pas condamnés à mort, ils seront condamnés à la prison à vie, alors que paradoxalement, c'est dans le cercle plus large que l'on va trouver des condamnés à mort, parce que dans ces cercles plus larges, il y avait des majeurs, effectivement, qui eux seront amenés à l'échafaud dans ce contexte-là. Mais Gavrilo Princip, comme je vous l'ai dit, ne fera pas de vieux os en prison, puisqu'il subit aussi bien des mauvais traitements que la maladie, et finalement il meurt en avril 1918, avant même que la guerre ne se termine. Donc voilà un élément qui est assez intéressant. Alors, la conséquence de tout cela, il y en a plusieurs de conséquences. Hein. On pourrait en situer, pour terminer, quatre conséquences, rapidement, puisque je vois que l'heure tourne. Hein. Première conséquence, c'est alors une conséquence locale dans la ville de Sarajevo d'abord, hein, c'est des désordres dans cette ville immédiats. Hein. Cette journée du 28 a laissé des traces dans la ville. Euh, Croates, bosniaques, donc musulmans, s'en prennent aux Serbes. Donc il y a des chasses à l'homme contre les Serbes, certaines propriétés des Serbes sont saccagées. Par exemple, le luxueux hôtel Europa, qui était la propriété d'un Serbe, va être saccagé. Et le gouverneur de la province, le général Potorek, doit même décréter l'état de siège pour faire cesser les violences. Donc ça c'est un premier élément, je ne développe pas, mais c'est que la ville est complètement saturée par les violences à la suite de cet attentat, une ville bouillonnante, on pourrait dire, dans les jours qui suivent. La seconde conséquence, c'est une... Alors là, on prend une dimension plus large que simplement la ville de Sarajevo, qui est au cœur de tout ça, mais au-delà, c'est une sidération internationale. Hein. Cet attentat a des échos médiatiques partout, dont en France, effectivement, la presse s'en empare hein, fortement, beaucoup de débats, beaucoup de polémiques, beaucoup d'émotions, et c'est un choc moral en Europe, dans tous les pays européens, qui vont se saisir de cette affaire et d'une certaine manière faire de cette affaire une affaire majeure, une affaire comme un enjeu géopolitique de première importance dans un contexte de tension qui existait déjà auparavant sous d'autres formes. Donc, encore une fois, ce que je vous dis là, c'est que cet attentat a été l'aiguillon de la guerre. Peut-être que si cet attentat n'avait pas eu lieu ou avait raté, il y aurait eu un autre facteur qui aurait provoqué la guerre, sans aucun doute, bien sûr. La troisième conséquence, c'est une conséquence qui touche les Balkans, la diplomatie régionale, on pourrait dire, hein, puisque la question se règle aussi sur le plan de cette région. Alors quand je dis la région, c'est les Balkans en lien avec l'Autriche-Hongrie, c'est que l'Autriche-Hongrie accuse immédiatement le royaume de Serbie de cet assassinat, d'être le responsable de cet assassinat in fine, en quelque sorte. Hein, et la police austro-hongroise a mené une enquête très pointue, très zélée, hein, et il va y avoir d'ailleurs tout un ensemble de négociations qui vont être menées entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie en juillet 1914. Et ces négociations vont aboutir à un échec patent, hein, puisque de ces discussions et puis de ces enquêtes vont apparaître un différend inextinguible, on pourrait dire,
dire, un différend qu'on ne peut pas résoudre à ce moment-là, et la rupture austro-serbe ou de la double monarchie vis-à-vis de la Serbie est décrétée le 23 juillet 1914. Hein, radicalisme d'un côté, radicalisme de l'autre, l'attentat creuse encore plus les tensions jusqu'à cette rupture un mois ou un peu moins après l'attentat, rupture qui montre qu'entre ces deux pays, une guerre est inévitable. Et justement, la quatrième et dernière conséquence, c'est justement que de ce conflit local, si on peut dire territorialisé, régional, hein, dans cette Europe où les oppositions deviennent de plus en plus sérieuses, eh bien la conséquence, c'est que par le jeu des alliances, qui soutient la Serbie, qui soutient l'Autriche-Hongrie, eh bien, va se déclencher en peu de temps, en quelques jours, hein, entre le 23 juillet et le 31 juillet, la Première Guerre mondiale, puisque l'Autriche-Hongrie obtient immédiatement le soutien de l'Empire allemand et également de l'Empire ottoman. On peut comprendre pourquoi au nom de tout ce que j'ai dit dans la première partie de mon propos, et que de l'autre côté, eh bien, la Serbie est-elle soutenue par les forces qu'on appellera plus tard alliées pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la Russie, d'un côté, l'Empire russe, qui est encore l'Empire russe, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni et la France. Et donc la Serbie soutenue par la France, par le Royaume-Uni et par la Russie va mettre en évidence une balance assez équilibrée des oppositions, hein, et justement, fort de ce soutien allemand et de ce soutien ottoman, l'empereur François-Joseph, qui a 84 ans et qui est à 2 ans de sa mort en 1914, va se sentir suffisamment fort pour déclarer la guerre à la Serbie dans cette fin du mois de juillet 1914, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, le comte Berchtold, qui va donc envoyer un courrier développant la volonté de lancer une guerre qui va donc, par le jeu des alliances, devenir une guerre mondiale avec des conséquences, on le sait, tout à fait néfastes pour l'ensemble de l'Europe et de la planète au final, qui va concerner le monde entier. Donc, vous voyez comment est-ce que Sarajevo puis les Balkans deviennent l'épicentre des tensions du monde à cette occasion. Alors, pour conclure, on peut se poser une question déjà, c'est la figure de Gavrilo Princip, donc mort rapidement, hein, avant la fin du conflit, que certains vont considérer comme un terroriste, que d'autres vont ériger au titre de héros lorsque la guerre se termine. Le royaume de Serbie est dans le camp des vainqueurs, on le sait, hein, c'est l'Autriche-Hongrie qui est elle-même à ce moment-là disloquée en plusieurs États et qui disparaît en 1918. Et donc la Serbie qui va se transformer, va s'élargir après la guerre forte de cette victoire, en royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, c'est comme ça qu'on l'appelle, le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. Et Pierre Ier, qui était le roi de Serbie, va devenir le roi des Serbes, des Croates et des Slovènes. On voit que la notion de Bosnie a disparu. Hein. Bosnie-Herzégovine n'existe pas, comme elle n'existera pas véritablement par la suite. Et dans ce contexte-là, eh bien, Pierre Ier, quelque part, engendre ce qui va devenir, quelques temps plus tard, 10 ans plus tard, la Yougoslavie. Voilà. Et la capitale de ce royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Sarajevo n'existe plus d'une certaine manière, c'est Belgrade, justement. Belgrade, qui sera plus tard aussi la capitale de la Yougoslavie dans ce contexte-là. Pierre Ier, donc, devenant le roi de cette nouvelle entité, et c'est son fils, Pierre Ier Alexandre Ier, qui en 1929 a transformé ce royaume des Serbes, Croates et Slovènes en Yougoslavie. Effectivement, et on le sait, ce fils Alexandre Ier sera assassiné à Marseille en 1934, je ne développe pas cela. Et dans ce contexte, eh bien dans cette Yougoslavie ou dans ce royaume des Serbes, Croates et Slovènes, puis Yougoslavie, eh bien Gavrilo Princip est considéré comme un héros, et il restera un héros de la Yougoslavie, aussi bien chez les rois de Yougoslavie que par plus tard Tito. Tito qui honorera régulièrement la figure de Gavrilo Princip jusqu'à la fin de la Yougoslavie dans les années 1980. D'ailleurs, le pont en face duquel s'est déroulé l'attentat, à la sortie de cette boulangerie, qui est aujourd'hui devenue un musée, hein, à côté, un musée qui fait l'angle des deux grandes rues qui traversent ce pont, musée qui était au départ le musée de la ville de Belgrade et qui est aujourd'hui devenu un musée d'histoire plus générale, eh bien, s'appelait le pont, justement, Gavrilo Princip. Il a été débaptisé depuis, effectivement, mais on va d'ailleurs faire de Gavrilo Princip un héros au point que ses cendres
Il était donc enterré de manière totalement furtive du côté de Terezín, en République tchèque, et bien vont être rapatriés de Tchécoslovaquie en 1920, effectivement, vers le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, à Sarajevo, la ville dans laquelle il a commis cet acte, jugé à ce moment-là par les Serbes, Croates et Slovènes comme héroïque. On va l'enterrer avec honneur dans cette ville, et une plaque commémorative sera placée sur le lieu même de l'attentat avec le titre Combattant de la liberté, Gavrilo Princip, combattant de la liberté. La plaque sera détruite à plusieurs reprises à travers l'histoire, et aujourd'hui la plaque a été transformée. Il y a une plaque qui est rédigée en anglais, en serbe et en bosnien avec la mention que la paix règne sur terre. Il y a une sorte de dilution des réalités autour de ça pour essayer de comprendre les choses. Et puis les traces de cet attentat sont des traces assez nombreuses, on pourrait dire, hein. Donc ce musée sur place, je viens de vous le dire, hein, qui a été évoqué, mais il y a aussi des traces du côté de l'Autriche-Hongrie, enfin plutôt du côté de l'Autriche en particulier, devenue l'Autriche après la Première Guerre mondiale. Par exemple, la voiture de François Ferdinand et son uniforme taché, maculé de sang, sont exposés au musée militaire de Vienne aujourd'hui. La balle qui a tué François Ferdinand est exposée dans un château près de Prague, le château de Konopice, qui était la dernière résidence de François Ferdinand avant qu'il ne parte vers l'Autriche-Hongrie. Il y a des médailles commémoratives qui ont été évoquées à cette occasion. Et ce qui est assez intéressant aussi, pour terminer, c'est que cette mémoire a été, par exemple, évoquée à plusieurs reprises dans un certain nombre de productions culturelles. Hein, je pense par exemple au film autrichien qui s'appelle Sarajevo en 1955, qui est tourné à Vienne. Sarajevo, le trône de l'amour, qui renvoie à une histoire un peu, comment dire, un peu édulcorée de François Ferdinand et de son épouse. Hein, un film un peu dans la veine des Sissi qui ont eu tant de succès avec Romy Schneider à la même période. Mais peut-être retenir une œuvre qu'on pourrait lire dans ce temps confiné, en 1957, le premier roman de l'écrivain français très connu, Georges Perec, qui est mort, vous le savez, en 1982, et qui s'intitule tout simplement L'attentat de Sarajevo. C'était un homme totalement inconnu à ce moment-là, un écrivain totalement inconnu à ce moment-là. D'ailleurs, ce roman a d'abord été refusé par les éditeurs, puis publié après sa mort tel quel, où finalement il revient sur cet attentat avec sa manière de voir les choses et avec une certaine forme de détachement autour de ça. Et puis peut-être retenir aussi un groupe de musique rock que peut-être certains connaissent, je ne sais pas, qui s'appelle Franz Ferdinand, qui renvoie justement, c'est un groupe qui a été formé au début des années 2000, justement, un groupe de rock britannique à Glasgow, et qui fait référence justement, Franz Ferdinand fait référence à l'assassinat François Ferdinand avec une chanson inaugurale de ce groupe qui renvoie à cet attentat de 1914. Et au final aussi, on a retenu, on s'est rappelé de cette effervescence de la ville de Sarajevo au moment du siège, comme je vous l'ai dit, je termine là-dessus, le siège de Sarajevo qui s'est déroulé entre 1992 et 1996, où là il y a eu beaucoup de confinement de la part des populations bosniennes, ville martyre pendant la guerre d'ex-Yougoslavie, dans cette guerre qu'on appelle la guerre de Bosnie, justement, hein, ville ravagée par les bombardements incessants de l'armée serbe, justement, campés sur les hauteurs de la ville, hein, et les habitants piégés dans cette cuvette infernale se sont aussi rappelés que l'effervescence de 1914, dans un moment de tension, faisait que Sarajevo est redevenu toujours de manière tragique, une ville de violence, puisque le bilan de ce siège de Sarajevo, c'est presque 12 000 victimes à cette occasion, hein, provoquant là aussi l'attention médiatique. Donc une ville qui a été détruite plusieurs fois, hein, on l'a vu, 1697, l'incendie d'Eugène de Savoie, 1878, lorsque les Austro-Hongrois pénètrent dans la ville et massacrent beaucoup de populations et détruisent beaucoup de biens, et puis 1992 avec l'armée serbe. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais simplement dire que donc ce moment de juin 1914 a été un moment important pour la ville de Sarajevo, comme il a été un moment important pour le monde. Et donc cet épisode montre ô combien comment cette ville de Sarajevo a été une ville en effervescence à ce moment-là. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention, hein. Si vous avez des questions, des remarques, des messages à faire passer, je suis à votre disposition, mais je vous remercie d'être resté près de votre écran pendant 1h15, si vous avez pu tenir, voilà, et puis j'espère que
qu'on se reverra bientôt de visu. C'est une première pour moi de faire une conférence pour Cannes Université dans ces conditions-là. Elles sont un peu étranges, mais en tout cas, c'est un plaisir de maintenir le lien et la continuité des séquences de Cannes Université. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Je crois qu'il y en a une chaque jour. Et moi, je crois qu'on se retrouvera lundi prochain à la même heure pour parler de Leningrad, le siège de Leningrad, 1941-1943, autre moment un peu tragique. Alors je sais que le tragique n'est pas forcément de rigueur, on vit en ce moment du tragique, mais qu'on continue quand même nos activités, notre cycle. À bientôt.